maintenant d'actionnariat salarié avec Florence et Isabelle, qui ont, Veolia et Kering, ont obtenu à la fin de l'année 2022 un des deux grands prix de la phase de l'actionnariat salarié. Le Grand Prix de la FAS a été remis à Veolia et le Grand Prix du CAC All Tradable a été remis à Kering. Donc ça va être intéressant de creuser avec vous, finalement, qu'est-ce qui, dans vos plans d'actionnariat salarié, fait la différence. D'une part, en termes de package, de rémunération globale pour attirer et fidéliser un certain nombre de salariés, et ce qui fait la différence par rapport au passé, puisque dans les deux cas, on a constaté une rupture, assez simple chez vous, puisque c'est une première, et quand même significative chez vous, Veolia, puisqu'on a eu une explosion quand même, une augmentation très forte des taux de souscription. Donc, on va échanger ensemble sur les caractéristiques de vos plans, mais tout d'abord, peut-être une petite présentation de l'entreprise, Florence. Donc, on connaît tous Kering, on connaît tous ces marques très prestigieuses, on connaît tous ce groupe. Qu'est-ce qu'on peut en dire de notable ? Alors, effectivement, Kering est un groupe mondial de luxe dont finalement l'ambition est de faire grandir ensemble un ensemble de maisons emblématiques dans les secteurs de la mode, du prêt-à-porter, des accessoires et de la joaillerie. Et comme tu le disais, même si Kering n'est pas forcément un nom pour le moment connu de tout le monde, je pense que des noms comme Gucci, Balenciaga, Boucheron ou Saint-Laurent évoquent nécessairement quelque chose à notre auditoire d'aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, alors à quelques jours près, j'aurais pu vous dévoiler le 2022, mais bon, donc vous pouvez faire hypothèse qu'il sera supérieur à 18 milliards. Et là, et en termes d'effectifs, nous sommes près de 46 000 salariés désormais. Et forte présence internationale. Forte présence internationale. Je crois pouvoir dire effectivement que nous mettons vraiment la créativité au cœur de notre stratégie. Notre motto est Empowering Imagination. Et effectivement, nous sommes présents dans une cinquantaine de pays. La France n'étant d'ailleurs pas notre plus gros marché, loin s'en faut. On verra tout de suite après le lien entre les valeurs et comment vous avez construit votre plan d'actionnariat salarié. Mais on va, avec Isabelle, parler de la mission de Veolia qui consiste à ressourcer le monde. Vaste programme. C'est un vaste programme. C'est un programme d'actualité. Oui. Alors, Veolia, effectivement, c'est une entreprise de services collectifs dans le domaine de l'environnement. Je vais aller rapidement, peut-être on va regarder la slide suivante pour avoir une idée de l'empreinte. Donc c'est un groupe mondial au chiffre d'affaires de près de 40 milliards d'euros, 220 000 collaborateurs à travers le monde. Bon, là aussi, ce ne sont pas des chiffres 2022 puisqu'ils vont être validés par notre board d'ici une quinzaine de jours et communiqués dans la foulée. Néanmoins, ce sont les chiffres qui intègrent notre rapprochement avec Suez, puisque ça a été notre gros sujet de ces 2 dernières années. Nous nous sommes rapprochés du groupe Suez, ce qui a eu pour effet d'augmenter d'environ 10 milliards notre chiffre d'affaires et d'environ 45 000 personnes notre effectif. Comme vous le voyez sur cette slide, ou pas, parce que je ne sais pas si elle est très déchiffrable, mais ce que l'on voit au milieu, c'est plutôt la France, donc c'est à peu près un quart du groupe, ce qui va dans le même sens que Florence tout à l'heure. Effectivement, le gros de l'activité de Veolia se fait à l'international. Et sur la slide suivante, on a nos 3 principales activités qui sont d'une part la gestion de l'eau, donc production, distribution d'eau potable et traitement des eaux usées, la gestion des déchets, déchets solides, déchets liquides, déchets spéciaux, déchets toxiques, et puis le métier de l'énergie. Et vous voyez sur le petit schéma qui est sur la gauche de la slide que effectivement les 2 gros métiers historiques qui sont l'eau et les déchets pèsent assez lourd dans la répartition notamment des effectifs. Mais le métier de l'énergie, qui aujourd'hui ne pèse que 20%, a vocation évidemment à se développer compte tenu du contexte mondial de besoins que l'on connaît tous. Et on voit les répartitions de chiffre d'affaires par métier.
et de clientèle du groupe, avec quand même des collectivités publiques pour 52%. Alors, collectivités publiques pour 52%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une dizaine d'années, les collectivités publiques pesaient pour 80% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, vous voyez que la répartition, c'est beaucoup équilibrée. Tout simplement parce que les besoins des industriels pour pouvoir opérer en matière d'environnement sont devenus de plus en plus importants. Il y a de plus en plus de contraintes environnementales. On s'en félicite pas uniquement pour le chiffre d'affaires de Veolia, ce qui explique que la part industrielle a beaucoup grimpé dans la répartition de nos activités. Très bien. Alors, on va revenir à Kering. En fait, vous avez pris la décision en 2021 de lancer en 2022 votre premier plan d'actionnariat salarié. Alors, quelle est la genèse de cette décision et pourquoi maintenant ? Je crois pouvoir dire qu'en fait, le point de départ de ce programme, pour ne pas dire de cette aventure, a été une demande récurrente de la part de deux grands patrons, donc François-Henri Pinault et Jean-François Palus, le numéro 2 du groupe, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ils connaissaient par proximité ce qu'on faisait en termes d'intéressement et de participation en France, mais ça ne pouvait être valable qu'en France. Mais en fait, ma proposition d'introduire de l'actionnariat salarié n'a pas rencontré tout de suite beaucoup d'écho parce que les deux gardaient un souvenir assez finalement douloureux d'une première expérience il y a longtemps, en 2000, du temps de PPR. Et donc, il a fallu que je remonte au créneau plusieurs fois. Et puis finalement, petit à petit, cette idée a commencé à s'imposer. Et je crois que la perspective aussi de servir d'aiguillon dans le monde du luxe sur ce thème de l'actionnariat salarié, monde du luxe qui n'est pas très ouvert à ce type de pratique, a un peu joué en ma faveur. Et clairement, on espère que ça va accroître effectivement notre attractivité et parfaire notre image employeur. Donc, toujours est-il qu'on a fini par obtenir un go de principe en février 2021. Et après donc une analyse d'opportunité et de faisabilité poussée, tout le monde a été effectivement très enthousiaste par rapport à cette idée. Et on a décidé donc de partir pour une première opération en mai 2022. Alors, il y a toujours un débat quand on lance un plan d'actionnariat salarié, c'est se positionner par rapport à la question du risque en capital que pourraient prendre les salariés au cas où l'action n'irait pas dans la direction attendue. Et vous avez tenu bon sur ce point puisque vous proposez une offre classique qui comporte tant qu'un risque en capital. Vous n'avez même pas étudié à fond les principes d'offre levier ou de protection. Pourquoi ? Alors, deux réponses à cela. La première, je pense que c'était un souci quand même global de simplicité. Première opération, communiquer sur deux offres, deux en même temps rend les choses forcément plus difficiles. L'offre à levier est par nature difficile à communiquer, à expliquer. Et puis, il y a un autre point qui était important, c'est qu'on voulait préserver le principe de l'entrepreneuriat, qui est un principe qui est cher à François-Henri Pinault, et donc avec la prise de risque qui va avec. Sachant néanmoins qu'on on sait cette prise de risque extrêmement limitée, puisque par le jeu de la décote et de l'abondement, il faudrait, ici, pour un salarié qui investissait en 2 actions, une chute du cours de l'action de plus de 60% pour que la personne commence à perdre de l'argent. Donc, il y a de la marge. Oui, tout à fait. Et l'autre sujet, ça a été le périmètre du plan, donc, qui a été réservé à 8 pays, ce qui est beaucoup moins que ce qui est théoriquement possible. Absolument, mais il est important de mentionner qu'avec ces 8 pays, nous touchons plus de 80% des effectifs. Et donc, là aussi, principe de simplicité, pas à pas. Il est fort probable que si nous remettons en route un autre programme, ce qui est a priori prévu, on élargira un petit peu le périmètre de pays. Très bien. Alors, on va passer à Veolia. Alors là c'est le contre-pied, puisqu'on a le choix entre une offre classique
et ou une offre levier sécurisée. Et là, je pense que l'aspect sociologique, enfin, c'est-à-dire le type de population qui travaille chez Veolia, qui n'est pas quand même habitué à prendre des risques en bourse, peut tout à fait justifier le fait qu'on ait une garantie de l'apport personnel sur son investissement. Oui, absolument. Je pense que, en fait, dans les choix que l'on fait sur les designs d'opérations, on est tous très impactés par les types de populations auxquelles on s'adresse. Chez Veolia, il y a 15% de cadres. Hein. Et tout le reste, ce sont des ouvriers, des employés, des techniciens. Donc, pour nous, c'était extrêmement important de s'adapter à ces profils-là. Et donc, à la fois la sécurisation de l'opération, la possibilité de souscrire, d'avoir une garantie de récupérer son apport, l'abondement et puis l'application du multiple, donc du levier sur l'offre sécurisée était pour nous complètement essentiel, tout en permettant aussi aux personnes qui dans le groupe ont un profil plus enclin, on va dire, à la prise de risque, de bénéficier d'une offre classique avec une décote. Alors, ce qui est quand même assez notable dans l'offre sécurisée, c'est que cet abondement qui vient compléter le versement du salarié, il est garanti. Absolument. On a souhaité garantir l'abondement. Ça nous paraissait très important en termes d'attractivité de l'offre. Encore une fois, notre offre chez Veolia, on la veut très démocratique. On emploie ce terme-là. Je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est un petit peu notre vocable entre nous, hein, Rodolphe. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a vraiment derrière cette idée de pouvoir s'adresser au plus grand nombre et surtout à des personnes dont le profil économique n'est pas un profil d'investisseur et de risque marché. Donc, on a effectivement ces deux offres. Et au final, ce qu'on a constaté depuis 3 ans, on le verra après à travers les courbes de souscription, c'est quand même une appétence de plus en plus forte des salariés pour l'offre sécurisée. Pour l'ensemble de l'offre, je dirais. Après, je rebondirai volontiers sur ce qu'a dit Florence, sur un petit peu les... Finalement, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on lance de l'actionnariat salarié, on marque fortement les esprits, hein, en positif ou en négatif. Mais chez Veolia, c'est un peu comme chez Kering. On avait des souvenirs des années... il y a une vingtaine d'années qui étaient des souvenirs un peu cuisants. Je ne vais pas revenir dessus dans le détail, mais bref, il y avait un petit peu de réticence en interne. Donc, quand on a relancé dans les années... En 2015, on a relancé en 2015. On avait ça fortement présent à l'esprit. Et c'est pour ça aussi qu'on a aussi travaillé sur la sécurisation, sur la garantie, etc. Et donc, on a relancé en 2015 la première, on va dire, c'était la renaissance de Sequoia. Notre opération s'appelle Sequoia. Je crois que ça dit beaucoup aussi de ce qu'elle veut être. Donc 2015, sous l'impulsion très forte de notre PDG de l'époque et aujourd'hui président Antoine Frérot, qui a des convictions très fortes associées. Je rejoins aussi ce qu'a dit Florence sur la nécessité d'avoir un patron, des patrons qui sont je dirais, très convaincus de l'intérêt de ces opérations-là et qui ont envie d'y mettre à la fois leur énergie et un peu de l'argent de l'entreprise. Donc 2015, 2018, on embraye avec le principe d'une opération annuelle. Et puis, effectivement, à partir de 2020, on introduit du levier. Je pense que tout ça est très lié à ce que Veolia a vécu en 2020, c'est-à-dire la définition de sa raison d'être associée à son nouveau programme stratégique et qui s'appuie beaucoup sur la notion de performance plurielle. Donc, la performance plurielle, c'est l'idée que l'entreprise crée de la performance, pas uniquement pour ses actionnaires, mais pour l'ensemble de ses parties prenantes, ses clients, la société, la planète et puis évidemment ses salariés. Voilà, donc on est sur cette idée d'association des salariés à la réussite de l'entreprise. Et à ce moment-là, en 2020, on fixe un cap de 3% du capital détenu par les salariés. Et bon, on le verra tout à l'heure, je crois, on a fait que bien développer cet objectif et s'en mettre un petit peu plus ambitieux chaque année. Très bien. On va justement voir qu'est-ce qu'il en est finalement de l'atteinte de cet objectif de 3% bientôt. Alors,
Florence, donc, quand vous avez eu la décision de lancer un plan, s'est posé beaucoup de questions. Comment on l'appelle? Comment on mobilise l'entreprise? Parce que c'est une entreprise très décentralisée avec beaucoup de marques très différentes, qui ont une certaine autonomie de gestion. Il faut mobiliser tout ce petit monde autour de l'action Kering. C'était pas gagné d'avance. Alors, comment vous avez préparé cette mobilisation? Alors, il y a plusieurs choses. La première, notre premier souci a certainement été d'organiser l'équipe projet. Des différents benchmarks qu'on avait fait auprès de sociétés coutumières, donc de l'actionnariat salarié, on avait retenu une leçon qui était de dire qu'il ne faut pas lésiner, non pas sur les moyens, mais enfin de se dire ça va mobiliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc c'était une leçon qu'on avions retenue. Donc on a une personne qui est devenue chef de projet et qui s'est révélée effectivement plus qu'un temps plein, donc aidée par quelqu'un d'autre au moment du cœur du réacteur. Nous avons également réfléchi à la façon de diffuser à la fois donc, les principes d'actionnariat salarié et comment on allait gérer l'opération dans les différents pays et auprès des différentes maisons, parce qu'on est quand même dans un mode de fonctionnement globalement très décentralisé. Et en fait, on se heurtait là, enfin, on devait avoir une approche nationale, alors que les maisons, en fait, ont une approche mondiale. Et donc, on n'avait pas, a priori, de points de contact dans chacun des pays, parce qu'on a autant de points de contact que de maisons dans chacun des pays. Donc, il a fallu identifier des leads dans chacun des pays qui parlaient ou œuvraient au titre des différentes maisons, sans pour autant ne pas avoir de contact dans chaque pays pour chaque maison. Et on a également mobilisé au niveau du corporate une équipe projet donc plus large, impliquant forcément nos autres partenaires dans l'aventure, que sont la direction juridique, la direction financière, la conso, le controlling, tout ce qui est effectivement les assurances. Et puis, bien sûr, on s'est mis en ordre de bataille à la rentrée 2021 avec la sélection de nos partenaires externes, teneurs de compte, la communication et le legal, enfin toute la partie juridique. Donc, un des sujets, ça a été d'inventer un nom, d'inventer un visuel dans lequel les salariés pourraient se retrouver, se reconnaître. Tout à fait. Alors, on a eu ensemble cette aventure. Au départ, on envisageait une piste un peu plus institutionnelle, très, très, très léchée dans la forme, etc. Et puis, on s'est dit, et si on demandait leur avis aux salariés? Et finalement, ça a fait réfléchir. Absolument, et on n'a pas regretté d'avoir eu cette idée ou cette initiative, puisque, bon, comme tu le mentionnais, on avait un visuel beaucoup plus corporate, qui était très esthétique, et on s'est dit, on va quand même faire réagir des salariés à ces différents visuels. Donc, on a eu 2 ou 3 focus group avec des gens des boutiques, des ateliers. Et à notre grande surprise, en fait, c'est le visuel qu'on utilisait un peu comme faire valoir des autres qui a remporté le plus de suffrages. Et après, quand on réfléchissait donc aux différents commentaires qu'on avait pu recueillir, on s'est dit, mais finalement, effectivement, on a une population extrêmement jeune dans l'entreprise, puisque en fait, le gros de nos effectifs sont des effectifs de boutique de moins de 30 ans. Et à l'évidence, ce visuel qui est très cartoon convenait bien davantage à celui que nous avions imaginé ensemble. Donc, Kering for You, voilà un peu le nom qui a été retenu, qui veut dire ce qu'il veut dire, et qui a servi donc sur tous les supports de communication. On y reviendra tout de suite après. Alors, il y a eu plusieurs faits marquants dans Kering for You. Et peut-être un fait quand même qu'il faut mentionner, c'est que vous en avez profité pour revoir tous vos FCPE, d'épargne salariale et d'épargne retraite, et harmoniser la gestion. Ça, c'était en amont. C'était
en amont, enfin pas Pas tant tellement, en amont, parce que c'était début 2022 pour un début de souscription en mai 2022. Alors là, effectivement, c'était un projet dans le projet, bon, très centré sur la France, mais c'était la seule façon que nous avions de pouvoir permettre aux salariés français de flécher leur participation et l'intéressement dans Caring for You. Et donc, ça nous a amené vraiment en mode très commando à harmoniser pour les différentes maisons basées en France leurs prestataires d'épargne salariale et de retraite. Alors, ce serait bien passé de ce timing parce que c'était vraiment un très gros travail en plus de tout le reste. Mais finalement, bon, avec un peu de recul, on s'est dit on a fait ça en 2 mois, là où il aurait vraisemblablement fallu une bonne année si on n'avait pas eu cet aiguillon-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a lancé le plan, on a eu une vraie mobilisation, enfin un intérêt fort des salariés, puisque le premier jour, 4000 se sont connectés, le jour de la vidéo de lancement. Ça veut dire qu'il y avait une attente, il y avait une curiosité par rapport à Caring for You. Et un des sujets qu'on avait, c'était de maintenir et de piloter cette attente tout au long du plan, de ne pas tout dire en une fois. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez innovant. Notamment le fait que dans les jours qui ont précédé la période de souscription et chaque jour de la période de souscription, il y a eu un message qui soutenait un point particulier de l'offre qui était diffusé dans toutes les langues sur votre réseau social interne. Absolument, sur notre plateforme de communication interne. Alors, on faisait des points de focus réguliers sur l'offre. Donc, on expliquait ce que c'était que le principe de la décote, à quoi ça servait, ou de l'abondement. Il y a eu des prises de parole, bien évidemment, de notre DRH, mais également des grands patrons de maison qui témoignaient de leur envie et de leur souhait de participer. Donc effectivement, bon, au-delà de la vidéo de lancement que nous avions également conçue sous une forme table ronde entre les différents membres de l'équipe projet, on a su maintenir l'attention sur le sujet tout au long de la période de souscription. Et un dernier point qui est assez notable, c'est que vous avez formé des ambassadeurs en plus des relais locaux, à la fois sur l'offre elle-même, mais surtout sur la posture et la capacité de communiquer, d'apporter de la conviction. Alors, des gens qui étaient quand même assez bien placés dans la hiérarchie. Oui. Alors, des gens non RH. Donc, on est vraiment allé chercher des gens dans le business pour parler de l'offre et constituer un binôme avec un RH qui était là au moment de leur prise de parole pour répondre aux éventuelles questions plus techniques auxquelles ils n'auraient pas forcément eu la réponse. Et comme tu le précises, en fait, on les a accompagnés en termes de formation, là vraiment pour avoir une formation impactante. Et je crois que ça a été très apprécié. Et bon, ce réseau de 1000 ambassadeurs, qui quand même fait du volume, a finalement vraiment œuvré pour le succès de l'opération. Très bien. Alors, on revient à Veolia. Alors là, on est dans un tout autre univers que j'ai appelé le format tract. C'est-à-dire que finalement, un parti pris très simple, allons sur les avantages de l'offre Sécure, d'une certaine manière. Essayons de marteler, et chaque année on y revient, 2-3 avantages qui font la différence. Ouais. Je reviens un petit peu à... Bon, là, on va parler de la communication principalement, mais je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que physionomie de l'entreprise, type de public auquel on s'adresse, et donc adaptation et du support et du message. Alors, je ne sais pas si c'est un tract, hein. Il y a quand même une dimension un peu militante dans le tract. Bon, finalement, peut-être que ça convient assez bien. Mais surtout, c'est la simplicité du message et la récurrence. C'est surtout ça qui est important. Donc, effectivement, on n'a pas exactement le même message sur tous ces tracts, mais enfin, vous voyez bien que, vu de la fenêtre du salarié, il y a quand même une certaine forme de continuité. Hein. On tient absolument à avoir cette marque visuelle qui revient d'année en année, parce que ce qui compte pour nous, c'est la récurrence de l'opération, c'est la constance de l'opération, et avoir peu d'informations
sur le tract. Alors bon, on voit qu'on s'est un petit peu dégradé dans on va dire dans la sobriété, puisqu'il y a plus d'infos en 2022 qu'il n'y en avait en 2020. C'est normal, c'est parce que nos salariés sont maintenant plus habitués à Sequoia. Ils savent ce qu'est Sequoia, ils savent les avantages qu'il y a à souscrire dans Sequoia. Donc on peut se permettre de mettre un tout petit peu plus d'informations. Mais vous voyez que ça reste quand même extrêmement limité. Et on ne va pas dans ces tracts, comme vous dites, Rodolphe, sur le détail de l'opération. On se contente d'y avoir les principaux intérêts de l'opération pour le salarié. Alors ça, c'est un élément d'une communication qui, bien sûr, comporte d'autres supports plus techniques et plus complets. Mais au-delà de la continuité, qui pour moi est un élément clé de succès, il y a un autre élément qui est vraiment important au succès des plans, c'est la confiance dans l'entreprise. Alors là, on peut quand même en dire, parce qu'avec l'épisode Suez, la confiance dans l'entreprise a été démontrée et renforcée. Oui. En fait, pour nous, Sequoia, au-delà de son objectif propre, qui est de développer la part des salariés dans le capital de l'entreprise, ça c'est vraiment la finalité. Au-delà de ça, c'est un marqueur de l'engagement de nos salariés. C'est un marqueur de la confiance qu'ils ont dans l'entreprise. Et pour moi, cette confiance-là, elle se symbolise dans 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est la stabilité managériale, la stabilité du management, la stabilité de la direction générale. On a connu un changement de gouvernance cette année, puisque notre PDG, depuis plus de 10 ans, est devenu le président du conseil d'administration non exécutif du groupe, et lui a succédé dans la mission de direction générale Estelle Brachianoff, qui était précédemment sa directrice des opérations, directrice générale adjointe en charge des opérations. Une grande constance, évidemment, et un gros alignement entre ces 2 personnes, de l'ambition que l'on veut mettre dans l'actionnariat salarié et de l'importance que ça revêt à la fois pour notre politique sociale et puis aussi pour la stabilité de l'actionnariat de l'entreprise. C'est un élément important. Je rappelle que Veolia, on a un capital qui est assez dispersé, donc on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, les salariés pèsent extrêmement lourd dans l'actionnariat de Veolia. C'est très important pour nous. Donc, premier point, la stabilité managériale. Deuxième point, évidemment, pour nous, c'est un marqueur de l'adhésion à la stratégie de l'entreprise, parce que quand on souscrit massivement pour acheter des actions de l'entreprise, c'est vrai chez Veolia, chez Kering et dans toutes les boîtes où on fait de l'actionnariat salarié, c'est que quelque part, on adhère quand même à la stratégie, on adhère à la façon dont cette stratégie est menée, et on pense qu'elle va réussir et qu'elle va porter ses fruits, y compris ses fruits financiers que tout actionnaire finalement attend, sollicite. Et puis le troisième point, c'est un petit peu l'assurance sur le futur, la confiance dans le futur. Pour nous, très symbolisé par notre merge avec Suez. Alors, Veolia-Suez, on en parlait depuis 20 ans. Ça s'est fait. On est très heureux que ça se soit fait. On a la conviction intime que c'est une évidence économique et industrielle. Beaucoup de points de synergie et de complémentarité entre les activités de Suez qui ont été mergées avec celles et celles de Veolia. Et apparemment, nos salariés nous suivent là-dessus, puisque la fusion s'est faite l'année dernière. Elle est aujourd'hui derrière nous. On est sur un rapprochement, une intégration qui se sont très bien déroulées, très bien passées, avec déjà beaucoup de bénéfices pour l'entreprise. Et on voit que les salariés adhèrent complètement à ça et que ça leur donne confiance. On le voit notamment, alors on l'a vu au travers de nos enquêtes d'engagement évidemment, mais l'adhésion à Sequoia, quand le salarié met son argent dans l'entreprise, ça c'est un marqueur de confiance qui est quand même assez unique. On ne peut pas trouver meilleur référendum effectivement de la confiance des salariés. Alors on va revenir aux résultats pour les 2 opérations. Donc Florence, finalement sur la France vous avez cartonné. Et sur l'international, c'est même pas mal. Oui. Non, nous sommes contents des résultats. En France,
certes, le taux est haut. On aurait été vraiment déçus qu'il ne le soit pas, parce que tout était réuni comme condition, et notamment effectivement le fait que les salariés ont pu participer à l'opération sans débourser de sous, puisqu'ils avaient la faculté de flécher la participation et l'intéressement. Sur l'international, nous ne savions, enfin on était vraiment un peu dans l'expectative des résultats. Et je crois que plus de 30% peut être considéré comme un très bon score. Et dans la plupart des pays, d'ailleurs, au-delà du benchmark qui nous avait été donné. Et ce, d'autant plus que, encore une fois, on était juste avec une offre simple. On a eu une opération 100% digitale. Qui ne favorisait pas forcément, enfin qui demandait aux gens d'avoir peut-être un effort un peu plus important que si on avait mis aussi d'autres possibilités de souscription. Et également, nous n'avions pas, pour cette première opération, fait le choix de facilité de paiement, qui est d'ailleurs peut-être une décision sur laquelle nous reviendrons pour la deuxième. Donc un bilan favorable. Qui vous amène à dire que ça ne serait pas forcément un one-shot. Ça pourrait devenir, on n'en est pas sûr, mais ça pourrait devenir une politique d'entreprise. Ça pourrait devenir une politique d'entreprise, et je crois pouvoir dire que la deuxième édition est d'ores et déjà décidée pour 2024. Très bien. Alors on va en venir aux résultats de Veolia. En 2022, on a eu un taux global de souscription qui a dépassé qui arrive à 41%, qui est supérieur à celui de 2021. Mais c'est peut-être plus intéressant de voir la progression, peut-être, que les géographies, de voir la progression du taux d'actionnariat salarié dans le groupe Suez. Ça, c'est comme la courbe d'inflation. C'est pareil. Il y a eu une exponentielle qui s'est mise en place à partir de 2019-2020, Isabelle. Oui, alors c'est le groupe Veolia, hein, pas le groupe Suez. Pardon. Voilà, même si Suez fait aussi le groupe Suez subsiste en tant que tel et fait aussi des opérations d'actionnariat salarié de son côté. Alors, le taux de souscription, c'est plutôt 42% que 41%, parce que là, sur la slide, on n'a pas remis des dispositifs particuliers, notamment le dispositif en Angleterre, qui est un peu particulier pour des raisons juridiques. Donc, on est autour de 42%. Bon, quand on a commencé, il y a pas mal d'années, on était plutôt autour de 25%. Hein, donc, je suis admirative des résultats de Kering dès la première année. C'est très beaux résultats. On est très content des nôtres, évidemment. 42%, ça n'a cessé de progresser année après année. On voit aussi que ça fonctionne dans toutes les géographies. Alors après, il y a un facteur culturel important. Hein. Voilà, ça parle moins, l'actionnariat salarié, à des Américains ou à des Anglais que ça ne parle, en tout cas chez nous. En Asie-Pacifique, en Europe centrale et orientale, en LATAM et évidemment en France. Et puis effectivement, si on regarde sur la slide suivante la progression de la détention, qui est pour nous un point essentiel, puisque en fait, quand on a commencé, on s'est mis des objectifs en termes de taux de souscription et on s'est mis des objectifs en termes de détention, mais qui étaient évidemment beaucoup plus modestes. Et je me souviens très bien qu'en 2018, on se disait... ce serait quand même super si on arrivait à 3% du capital. Et puis finalement, on y est arrivé, vous le voyez sur la slide, assez vite, en 2020, alors même qu'on sortait du plan 2015, parce que c'est toujours important de regarder ça. Hein, sur la détention, on a l'impact de ce qu'on souscrit en année N, mais aussi de ce qu'on sort de l'année N-5. Et on voit qu'effectivement, à partir de 2020, on a une pente qui s'accélère, du fait de l'introduction du levier, de l'introduction du multiple. Et aujourd'hui, on a 6,5% de notre capital qui est détenu par les salariés. Et ça nous rend très heureux parce que ça fait des salariés le premier actionnaire de Veolia. Okay. Super. Alors ça, c'est un fait majeur qui nous donne aussi un aliment pour communiquer sur le plan Sequoia 2023. Premier actionnaire du groupe, ce sont les salariés. Mais on a quand même eu vous avez eu quelques débats en fin d'année 2022 au motif que les commissaires aux comptes avaient décidé
sur la décote, de ne plus l'étaler sur 5 ans et de vous imposer finalement front page. Et donc c'est une charge supplémentaire qui a été immédiatement ressentie par le groupe Veolia, qui vous a obligé quelque part à prendre des dispositions nouvelles à la marge, mais quand même important dans la structuration du plan 2023. Ouais, alors pour nous, enfin à la marge. Pour l'instant, nous, on les considère un petit peu à la marge. On va voir sur la souscription ce que ça va donner. Effectivement, j'en profite pour dire qu'on déplore, mais alors là, je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent vont être d'accord avec moi. Je ne vais pas avoir de difficulté à faire l'unanimité. On est assez atterré de cette évolution. Au moment où on parle de partage de la valeur, au moment où le gouvernement nous explique qu'il faut booster, entre guillemets, l'actionnariat salarié, c'est un petit coup de poignard dans le dos quand même que de devoir subir cette décision qui est une décision technique, on le comprend bien, mais qui renchérit considérablement le coût de ces opérations pour les entreprises, et c'est quand même dommage parce que voilà, on est un petit peu orthogonal, on va dire, on est un petit peu orthogonal avec cette décision des intentions politiques telles qu'elles sont exposées, donc on le déplore. Pour autant, on s'y adapte et effectivement, nous, on a décidé de travailler pour garder un plan. En fait, ce qui est très important pour nous, c'est la récurrence et la constance des opérations. Vous l'avez compris, on pense que si ça marche chez nous, c'est parce que ça revient tous les ans. C'est parce que ça revient tous les ans dans un design qui est assez constant. Et on a la forte conviction que c'est pour ça que ça fonctionne. Donc pour que ça continue à fonctionner, il faut continuer à le faire tous les ans. Donc la première option qui était de se dire est-ce qu'on le fait tous les 2 ans, on l'a écarté très très vite. La deuxième chose qu'on n'a pas souhaité, quand je dis on, évidemment c'est un on générique, vous vous en doutez, puisque tout ça c'est des décisions de notre board, bien évidemment, et nos administrateurs n'ont pas souhaité toucher l'abondement, pour les raisons que je disais tout à l'heure, et qui ressortent du caractère très démocratique de nos opérations. Donc, ce qu'on pouvait travailler ensuite, c'est simple, c'est le levier et la décote. Donc, on a travaillé la décote en la passant de 20 à 15% pour l'opération 2023. Et on a également travaillé le multiple, et on était sur un multiple de 1 plus 4, donc multiple de 5. On passe à un multiple de 1 plus 2, donc un multiple de 3. Mais dans le même temps, on a quand même cherché à améliorer notre opération, notamment pour nos petits souscripteurs. Et on a introduit, en partenariat avec notre banque arrangeuse, la notion de rendement garanti. Donc on a un rendement annuel garanti de 4%, ce qui évidemment est super important pour nos souscripteurs, et notamment pour les souscripteurs qui investissent de petites sommes. Voilà, on avait vraiment la volonté très forte de pouvoir introduire cette nouveauté cette année. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on va voir comment le plan se déroule. On reste quand même assez optimiste pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, et qui tiennent aussi à l'ancrage de la démarche auprès de nos salariés. On va remettre le paquet, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire, sur la communication. C'est très important. Florence l'a mentionné tout à l'heure. Ça fait partie vraiment de la réussite d'une opération, de réfléchir en amont sur finalement qui va parler au quotidien avec nos salariés. Et nous aussi, on a beaucoup de relais qui ne sont pas que des relais RH. Il y a une très forte mobilisation. Alors, on n'a jamais vraiment calculé. Ce serait intéressant de calculer combien ça coûte dans ces coûts indirects, entre guillemets. Ça doit faire une petite somme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent sur le terrain dans les explications, dans la promotion de l'opération, et c'est ça qui fait le succès derrière aussi. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est un des facteurs clés de succès, parce qu'on peut comparer des offres techniques dans des émetteurs différents. Une est objectivement meilleure, mais le taux de souscription est moins bon. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur le terrain, qui est cet investissement de capacité à former, à mobiliser des relais qui vont aller parler avec des mots simples aux salariés d'une offre financière qui n'est pas toujours d'une
facile à décrypter. Donc ça, c'est un élément clé. Donc là, on voit un élément important, c'est qu'avec vos 6,5% de capital détenu par les salariés, vous êtes désormais un des top 10 du panel des sociétés du CAC 40 en matière d'actionnariat salarié. Et ça, c'est quand même, j'imagine, une satisfaction pour vous. Bah oui, on en est très content, mais en même temps, on est une entreprise de main-d'œuvre, donc c'est normal qu'on soit là. Voilà, c'était anormal qu'on n'y soit pas avant. On va rester modeste. Alors évidemment, notre maître à tous, Bouygues, en la matière, on est encore loin. Mais on est très content d'être monté dans ce top 10. Très bien. Donc ça nous amène effectivement à peut-être débattre avec les participants. J'imagine que parmi vous, vous avez mis en place des plans d'actionnariat salarié, que vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui marche moins bien. Et donc les deux témoignages de Veolia et de Kering sont intéressants parce que c'est deux success stories d'une certaine manière, pour un groupe qui s'y met et un groupe qui relance constamment dans la régularité ses plans. Est-ce que vous voulez apporter un témoignage ou poser tout simplement des questions à nos deux invités ? Je vois face à moi Philippe Cacou. J'ai presque envie, Philippe, de vous demander de réagir si vous en êtes d'accord, vous qui êtes aussi un pilier de l'actionnariat salarié chez Crédit Agricole. Bien, écoutez, si vous n'avez pas de réaction, ce que je vous propose, c'est peut-être un dernier échange avec nos invités sur un point d'actualité, le partage de la valeur. Alors le gouvernement a décidé d'inventer un nouveau concept qui est le dividende salarié. Le dividende salarié, ça reviendrait finalement à une toute entreprise qui vit des dividendes à ses actionnaires serait contraint finalement de faire l'équivalent en matière d'épargne salariale, d'actionnariat salarié, de prime de partage de la valeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce que c'est un gadget de marketing ou une véritable révolution en matière de partage de la valeur ? Il y a beaucoup de débats là-dessus en ce moment et il y a un certain scepticisme qui s'est développé sur cette proposition du gouvernement. J'aimerais, avant qu'on termine cette réunion, avoir votre avis sur ce point. Bon, je vais me lancer. Alors, je ne me risquerai pas à dire que les idées du gouvernement sont un gadget marketing, évidemment. Pour autant, il me semble que le scepticisme que vous évoquez, Rodolphe, est directement lié avec ce que nous, professionnels de la RH, on mobilise aujourd'hui comme dispositif et on a, entre guillemets, dans notre escarcelle à disposition pour pouvoir travailler cette question de partage de la valeur. On a beaucoup parlé des NAO en début de réunion. On sait que le sujet le sujet de l'inflation, le sujet de la façon dont on arrive à positionner nos salariés sur les marchés dans un contexte qui est quand même un contexte d'emploi, on va dire tendu pour les entreprises, en termes de capacité à trouver des ressources, est un sujet important. On a à notre disposition un certain nombre de dispositifs complémentaires d'intéressement, de participation, d'actionnariat salarié. Donc, vu de ma fenêtre, il me semble que la création d'un outil supplémentaire ne serait pas forcément la réponse à cette question du partage de la valeur. Pour autant, ça nous pousse à nous interroger sur comment est-ce qu'on maximise ces outils, comment est-ce qu'on y met un petit peu plus peut-être d'ambition. Et je suis heureuse qu'on ait eu ce débat sur l'actionnariat salarié parce que je pense que dans les deux témoignages, et puis dans les témoignages que pourra apporter toutes les personnes qui nous écoutent ce matin, on verrait qu'effectivement, énormément d'entreprises mettent beaucoup d'ambition dans ces dispositifs d'actionnariat salarié. Et mettre de l'ambition, ça veut dire y mettre de la volonté, y mettre du temps et y mettre de l'argent. Et j'insiste là-dessus. C'est quand même un point qui est tout à fait important.
et associer les salariés au capital de l'entreprise, c'est quand même le meilleur moyen de partager la valeur pour le coup. Et de verser des dividendes. Et de verser des dividendes. Et c'est la façon la plus directe de faire cette association, de faire ce vrai partage de la valeur. Voilà. Donc, vu de ma fenêtre, je pense qu'on a déjà plein d'outils. Je ne sais pas si le fait de créer un outil supplémentaire va avoir une valeur ajoutée réelle. Menons la réflexion, soyons dans une logique un peu stratégique et de long terme sur l'ensemble de ces outils. Et je pense qu'on avancera beaucoup comme ça. Très bien, merci Isabelle. Un dernier mot, Florence. Je suis tout à fait en phase avec les commentaires d'Isabelle. Le seul bénéfice qu'on peut voir derrière cette mise en scène de ce concept de dividende salarié, c'est de réitérer l'ardente obligation que toutes les entreprises ont de partager la valeur. Cela étant, et comme je crois l'avoir partagé avec toi l'autre jour, on est un peu précurseur en la matière, puisqu'il se trouve, mais c'est bien évidemment le pur hasard, que la formule de participation dérogatoire que nous avons en place pour le corporate de Kering est assise sur le montant de dividendes versés à nos actionnaires. Donc, bon, on a là une petite formule simple à mettre en œuvre. Cela étant, elle ne marche que dans un contexte franco-français. Voilà, nous arrivons au terme de cette réunion. Nous espérons que ces 2 témoignages vous ont éclairé et apporté des idées nouvelles dans le cadre de la mise en place de vos plans d'actionnariat salarié. Un dernier slide pour vous montrer l'équipe que j'ai la chance de pouvoir animer et qui travaille aussi bien sur ces sujets d'actionnariat salarié que de politique de rémunération. 2 nouveaux consultants attendus à la fin du mois. Cette croissance, nous vous la devons et nous vous remercions de votre confiance. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril où nous vous reparlerons NAO. On va vous solliciter au mois de mars sur une enquête pour actualiser finalement les prévisions pour la fin du premier semestre et on vous restituera ça au mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous remercier à nouveau pour votre participation. À bientôt. Merci à tous.